Le marteau du juge Alco frappe le bloc de bois avec finalité. Motion accordée. Le tribunal permettra à Monsieur Wright un temps supplémentaire pour examiner les dossiers médicaux. Mon estomac se noue. Encore. 5e retard en 8 mois depuis la mort de maman. Je m'accroche au bord de la table jusqu'à ce que mes phalanges blanchissent, regardant mon père se pencher vers son avocat. Leonard Wright, avocat fiscaliste d'entreprise respecté et maître manipulateur, murmure quelque chose à Marc Delaney qui fait sourire les deux hommes. Mon cœur tambourine dans mes oreilles. La sueur perle sur ma nuque malgré la climatisation agressive de la salle d'audience. Cette tension familière serre ma poitrine comme un étau, rendant chaque respiration plus courte que la précédente. Votre honneur, dit mon père en se levant avec un air de sollicitude bien rodé, nous demandons un délai supplémentaire pour examiner les dossiers médicaux de Madame Foster. Il y a des incohérences concernant ces décisions de traitement qui pourraient affecter la répartition des biens. C'est à quoi la vie de maman a été réduite. 85 000 $ d'économie. Une modeste maison de ville de 2 chambres à Tacoma, où elle avait reconstruit sa vie après le divorce. Le coffre antique en chêne transmis depuis 4 générations dans sa famille. Tout ce qui reste d'Helena Wright, non, Helena Foster. Elle avait repris son nom de jeune fille après le divorce, une petite victoire dans une guerre qu'elle n'avait jamais voulu. Aujourd'hui, je me bats contre le même adversaire, le regardant manipuler le système, comme avant. Monsieur Wright, c'est déjà la 5e demande de ce type, dit Clara Ruiz, mon avocate et ancienne amie de faculté de droit. Madame Wright a déjà fourni tous les dossiers médicaux à 2 reprises. Le juge acquiesce simplement, passant déjà au point suivant de son ordre du jour. La décision était déjà prise avant même que nous entrions. Comment est-ce possible? Il a tout pris lors du divorce, il y a 14 ans. Pourquoi encore ça? Pourquoi ne peut-il pas laisser maman avoir la petite dignité de ses derniers souhaits? Je ferme les yeux et je reviens à mes 15 ans, debout dans notre cuisine, tandis que maman me dit en pleurant que papa ne reviendra pas à la maison. Sa liaison avec Vanessa Clark, de son bureau, durait depuis des mois. Une femme plus jeune, un nouveau départ, une ardoise plus propre qu'une épouse de 17 ans et une adolescente. Le souvenir change. Maman en uniforme de bibliothécaire, rangeant des livres à temps partiel à la bibliothèque publique de Tacoma, pour joindre les 2 bouts tandis que Léonard prospérait, devenait associé, achetait une maison au bord du lac. Elle ne se plaignait jamais, ne parlait jamais mal de lui devant moi. C'est toujours ton père, disait-elle, bien que ses yeux racontaient une autre histoire. Clara serre ma main sous la table. Et ne le laisse pas voir qu'il t'atteint, murmure-t-elle, à peine audible. C'est exactement ce qu'il veut. J'ouvre les yeux et j'observe le visage du juge Alco. L'inclinaison légère de sa tête quand mon père parle, le regard condescendant quand Clara objecte. Ce n'est pas juste une courtoisie professionnelle. Il se passe quelque chose d'autre ici, quelque chose au-delà des querelles juridiques normales. Je n'en peux plus. Avant que Clara puisse m'arrêter, je me lève. Votre honneur, nous avons déjà fourni tous les dossiers médicaux. 2 fois. Ma voix est plus stable que ce que je ressens. L'oncologue de ma mère a confirmé son diagnostic et son plan de traitement. Il n'y avait aucune incohérence dans ses soins. La salle d'audience tombe silencieuse. L'expression de mon père se durcit, sa bouche devient une ligne de mécontentement face à mon interruption. Ma fille est compréhensiblement émotionnelle à propos du décès de sa mère, dit Léonard, son ton dégoulinant de condescendance. Cela a été difficile pour nous tous. Nous tous. Il n'a jamais rendu visite à maman pendant ses 8 mois de chimiothérapie, radiothérapie et enfin soins palliatifs. Pas une seule fois. Le juge Alco enlève ses lunettes, pinçant l'arête de son nez. Je comprends votre frustration, Madame Wright, mais ces questions nécessitent un examen approfondi. Votre père a soulevé des préoccupations légitimes que le tribunal doit examiner. Des préoccupations légitimes. Chaque décision judiciaire grignote ce qu'il restait de maman. S'il réussit, je perds non seulement l'héritage, mais aussi son dernier acte d'indépendance. La maison qu'elle avait faite, les économies qu'elle avait économisées avec peine, l'objet de famille qu'elle voulait me léguer.
Et documente chaque décision irrégulière, murmure Clara alors que je retombe sur ma chaise. On prépare un appel. Je hoche la tête, mais nous savons toutes les deux la vérité. Les appels coûtent de l'argent que je n'ai pas. Comme avocate de la défense publique à Seattle, mon salaire couvre à peine mes prêts étudiants et mon loyer. Léonard le sait. Il compte le dessus. Audience ajournée jusqu'au 12 novembre, annonce le juge Alco. Les parties doivent soumettre toute documentation supplémentaire au plus tard le 5 novembre. Encore un mois de ça. Encore un mois à regarder mon père démanteler méthodiquement les dernières volontés de ma mère, tandis qu'un juge qui lui est clairement favorable permet cette mascarade. Après l'audience, Clara m'accompagne jusqu'à ma voiture dans le parking du tribunal. Nos pas résonnent sur le béton alors que nous nous faufilons entre les véhicules. Ce n'est pas normal, Brittany, dit-elle en regardant son téléphone. Les décisions d'Alco dévient systématiquement du protocole standard de probate. Et, je demande en ouvrant ma Honda vieille de 10 ans et en jetant ma mallette sur le siège passager. Clara s'appuie contre la portière. Il ne se comporte généralement pas ainsi. Il y a quelque chose de différent dans ton dossier. Mon téléphone vibre dans ma poche. Numéro inconnu avec l'indicatif de Virginie. J'hésite à décrocher par réflexe, mais réponds au dernier moment. Est-ce Brittany Wright? Une voix féminine, inconnue mais autoritaire. Oui, qui est à l'appareil? Je m'appelle Renée Barrett. J'ai connu votre mère il y a des années. J'ai appris l'affaire par d'anciens contacts. Je jette un coup d'œil à Clara, mimant, qui est-ce? Elle hausse les épaules. J'ai travaillé avec Elena dans l'Air Force, poursuit la femme, avant qu'elle ne rencontre votre père. Maman parlait rarement de son service militaire, juste qu'elle avait fait du travail administratif pendant 4 ans avant l'université, où elle a rencontré papa. Rien qui laisse deviner des connexions importantes. Votre mère a gardé des choses de cette période, dit Renée, sa voix s'abaissant. Des choses qui comptent maintenant, qui pourraient vous aider à comprendre ce qui se passe avec votre héritage. Mon souffle se bloque. Quelle chose? Pas au téléphone. Peut-on se voir demain? Quelque part en privé? J'hésite, regardant Clara qui lève un sourcil interrogatif. Je t'enverrai un message avec l'adresse, dit Renée avant que je puisse répondre. Midi demain. Viens seule. Elle raccroche. Clara observe mon visage. C'était quoi ça? Je fixe mon téléphone, incertaine de devoir faire confiance à cet appel mystérieux ou continuer à me battre dans une bataille qui semble de plus en plus truquée contre moi. Peut-être rien, dis-je enfin. Peut-être tout, pense mon esprit. Je repense aux derniers jours de maman. Comment elle m'avait fait promettre de me battre pour ce qui lui revenait de droit. Comment elle avait serré ma main avec une force surprenante et dit, ne le laisse pas prendre ça aussi, Brittany. Promets-moi. Ma mère méritait mieux que ça, dis-je à Clara, une nouvelle détermination se formant en moi. Je ne les laisserai pas l'effacer. Le lendemain, la lumière du soleil filtre à travers les fenêtres du café, projetant de longues ombres sur la table en bois usé entre nous. Je suis arrivée 15 minutes en avance, observant chaque client qui entrait, ne sachant pas à quoi m'attendre d'une femme qui prétend connaître des secrets sur ma mère. Renée Barrett entre exactement à midi point et la cinquantaine bien entamée, des mèches argentées traversant ses cheveux bruns tirés en un chignon pratique. Des yeux gris perçants, qui ne manquent rien. Elle ne regarde pas autour d'elle pour me chercher, elle marche directement vers ma table et tend la main. Brittany Wright. Ce n'est pas une question. Sa poignée de main est ferme, précise. Vous connaissiez ma mère. Ce n'est pas une question non plus. Elle s'assoit en face de moi, commande un café noir quand le serveur s'approche, puis attend que nous soyons à nouveau seuls. Ses mains reposent à plat sur la table. Aucun geste inutile. Aucune nervosité. Ta mère faisait partie du renseignement radio de l'USAF à la fin des années 90, dit-elle, d'une voix basse mais claire. Affectée à l'opération Blue Harbor. Pas cette histoire de bibliothécaire que ton père a racontée après le divorce. Ma tasse s'arrête à mi-chemin de mes lèvres. Ce n'est pas possible. Maman travaillait dans des bureaux avant l'université. C'était sa couverture, poursuit Renée.
Et Elena était brillante avec les schémas. Le cryptage. L'une de nos meilleures. Son regard s'adoucit un instant. Elle ne t'en a jamais parlé à cause des accords de confidentialité. Et plus tard, à cause de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé ? Ma voix tremble un peu. Ton père et Richard Alco ont tous deux servi comme jeunes conseillers juridiques sur le même projet. Officier du JAG, chargé de vérifier les paramètres de surveillance. Sa mâchoire se crispe. Ils ont étendu la surveillance au-delà des cibles légales. Utiliser les informations pour avoir du pouvoir. De l'influence. Pas officiellement, bien sûr. Mon estomac se serre. Vous voulez dire ? Je veux dire que ton père a utilisé ses connexions juridiques pour truquer le divorce contre Elena. Le juge Alco a été assigné à l'affaire de ta mère par manipulation en coulisses. Elle se penche vers moi. Comme il l'est dans la tienne, aujourd'hui. Le bruit du café s'efface. Tout devient lointain. Les pièces du puzzle s'emboîtent. Le divorce, où maman n'avait presque rien obtenu malgré l'infidélité de papa. L'affaire actuelle, où chaque décision du juge penche en faveur de mon père, malgré la loi qui me soutient. D'autres ont été touchés, poursuit René. Une militante civile, morte dans un accident, du moins, officiellement. Elena savait. Mais elle ne pouvait pas le prouver. Mes mains tremblent. Je repose ma tasse avant de la renverser. C'est beaucoup. Je sais. Elle fouille dans son sac et en sort un petit carnet qu'elle fait glisser vers moi. Ne l'ouvre pas ici. Mais quand tu le feras, Winter Lantern était la phrase de vérification interne. Demande à propos du coffre de ta mère. Il pourrait contenir quelque chose qui confirme ce que je te dis. Le monde bascule un peu sous mes pieds. La force tranquille de maman pendant le divorce, ce n'était pas de la faiblesse. C'était une protection. Elle n'a jamais combattu les mensonges de papa sur son passé. Elle n'a jamais contesté le partage injuste. Parce qu'elle savait ce dont il était capable. Ce que lui et ses amis avaient fait. Est-ce que ma mère a été forcée de se taire toutes ces années ? Les mots sortent avant que je puisse les retenir. L'expression de René répond avant ses paroles. Pas avec de l'argent. Avec la sécurité. Ta sécurité, en particulier. Des souvenirs me reviennent, les avertissements voilés de maman sur des hommes puissants et des systèmes faits pour se protéger eux-mêmes. Des phrases que j'avais prises pour de l'amertume après le divorce, qui prennent maintenant un tout autre sens. Attends. Je dois penser comme une enquêtrice. Pas comme une fille. Pas comme une avocate publique. J'ai besoin de preuves. Pas juste de paroles d'une ancienne collègue de maman. Aucune offense, dis-je. René hoche la tête, un léger sourire. Aucune prise. C'est la bonne approche. Mon esprit change de vitesse. Tout se réorganise sous une nouvelle lumière. Ce n'est pas juste une bataille pour un héritage. Il s'agit de garder des secrets enterrés. C'est pour ça que papa veut tant les affaires de maman, pas pour leur valeur financière, mais pour ce qu'elles pourraient révéler. Le coffre enchaîne. Je murmure. Maman avait spécifiquement mentionné ce coffre dans son testament. Elle m'avait fait promettre de le garder en sécurité. René ne confirme ni ne nie, mais ses yeux s'éclairent d'intérêt. De retour au bureau de Clara, 1 heure plus tard, je fais les 100 pas pendant qu'elle tape frénétiquement, fouillant dans des bases de données juridiques. Léonard a déposé une motion spécifique sur le contenu du coffre hier, dit Clara en me tournant son ordinateur portable. Il invoque une valeur sentimentale, mais le langage est particulier. Il est obsédé par ce coffre en particulier. Ce n'est pas une question d'argent. La réalisation s'impose. C'est la peur. Clara hoche lentement la tête. Sa réputation légale et son partenariat seraient détruits si ce que tu suggères est vrai. Utiliser des informations gouvernementales confidentielles pour un gain personnel ? Manipuler les affectations judiciaires ? C'est la fin de leur carrière. Et la nomination d'Alco serait compromise si les révélations d'Opération Blue Harbor étaient connues. Je complète, comprenant enfin l'ensemble. Ils sont prêts à abuser du système judiciaire tout entier pour se protéger. Clara referme son ordinateur, l'air grave.
Ces hommes ont tout à perdre, Brittany. Ça les rend dangereux. Nous ne savons même pas exactement ce que contient ce coffre pour les terrifier ainsi. Le poids de cette connaissance m'écrase. Mon simple héritage est devenu quelque chose de beaucoup plus complexe et potentiellement dangereux. Mais pour la première fois depuis la mort de maman, je ressens une étrange clarté d'objectif. Je vide mon agenda, annonce Clara, me surprenant. Ce n'est plus seulement du probate. Il s'agit de justice, pas seulement pour ta mère, mais peut-être pour d'autres. La carte de visite de René repose sur le bureau entre nous. Elle a proposé d'aider à interpréter tout document que nous trouverions, avec son regard issu du renseignement militaire. Et Caleb Monroe, demande Clara. René dit qu'il est major retraité. Il serait prêt à corroborer si nous trouvons des preuves. Il a été support administratif sur Blue Harbor et a vu circuler la paperasse. Clara commence à écrire des noms sur son bloc, reliant les pièces du puzzle. Nous avons expertise juridique, expérience du renseignement, témoin militaire potentiel. Sa voix s'éteint alors qu'elle continue de cartographier nos ressources. Et moi, je comprends une autre chose. Maman avait construit ce filet de sécurité avant de mourir, je murmure. René m'a contacté trop vite après le début de l'affaire. Maman a dû laisser des instructions, des contingences. Ma gorge se serre. Elle savait qu'il viendrait après ses affaires une fois parti. Clara tend la main, serre la mienne. Alors, assurons-nous que ces préparations n'aient pas été en vain. Je hoche la tête. La dernière demande de ma mère résonne dans mon esprit, ne le laisse pas prendre ça aussi, Brittany. Promets-le-moi. Je promets, je murmure, trop doucement pour que Clara entende. Cette nuit-là, je fais glisser mes doigts sur les gravures de rose du coffre en chêne de maman, me souvenant de sa carte d'anniversaire d'il y a 3 ans. Le message fané à l'intérieur disait « Always look beneath the rose, where true beauty hid ». À l'époque, je pensais que ce n'était qu'une de ces phrases poétiques. Mon ongle accroche quelque chose. Un petit espace où le bois ne se rejoint pas parfaitement. Je presse la rose gravée et j'entends un petit clic. Pas possible. Je murmure dans la pièce vide. Un compartiment secret glisse au bas du coffre. Mon cœur bat à tout rompre tandis que je sors une enveloppe manila, jaunie par le temps. À l'intérieur, des photos en noir et blanc tombent sur mes genoux. 2 jeunes hommes en uniforme militaire posent à côté d'équipements de surveillance. Je reconnais immédiatement mon père. Sa posture est indubitable, même 30 ans plus jeune. À côté de lui se tient Richard Alco, maintenant juge Alco, leurs bras reposant négligemment sur les épaules l'un de l'autre. Derrière les photos se trouve un journal relié en cuir, l'écriture soigneuse de ma mère remplissant chaque page. Je feuillette des entrées couvrant plusieurs années. Le 12 juin 1996, Hélène a de nouveau surveillé la fille du sénateur Gardner aujourd'hui, l'utilisant pour le faire pression sur le projet de loi de défense. Ça dépasse toutes les limites. Le 4 août, Jamie Winters a menacé de tout révéler. Ils ont parlé d'un accident malheureux quand sa voiture est sortie de la route la nuit dernière. Je sais ce que j'ai vu dans les journaux de bord. Le 18 décembre, Léonard a reçu sa promotion aujourd'hui, 3 semaines après le succès de la surveillance Gardner. Pas de coïncidence. Mes doigts tremblent en reliant les dates. Chaque avancée soudaine de la carrière de papa correspond à une opération de surveillance détaillée dans le journal de maman. Le schéma est indéniable, chaque promotion suivant de quelques semaines des opérations éthiquement discutables. Elle a tout documenté. Nom, date, lieu. Des notes méticuleuses de quelqu'un qui comprenait la valeur des preuves tangibles. Son écriture soignée remplit page après page d'observations qui pourraient faire tomber des hommes puissants. Tu as fait en sorte que j'ai ce qu'il me faut, je dis à sa photo sur la table de nuit. Pour la première fois depuis sa mort, je ressens sa présence non pas comme une perte, mais comme une force qui me guide. Je compose le numéro de Clara. J'ai trouvé quelque chose. Une vraie preuve de ce que René nous a dit. Quelle solidité, demande Clara, en mode avocate. Des photos, des entrées de journal, des dates qui correspondent exactement à ce que René a décrit. Je passe ma main sur le journal de maman. Clara. Ils ont surveillé la fille d'un sénateur pour manipuler son vote.
Et il y a un activiste, Jamie Winters, mort dans un accident suspect après avoir menacé de tout révéler. Silence au bout du fil. Et tu penses à quoi? Demande Clara. Je pense qu'il est temps que je parle à mon père. Le lendemain matin, les bureaux de Wright, Patterson et Delaney occupent le 32e étage d'un gratte-ciel du centre-ville. Les fenêtres du sol au plafond offrent une vue sur Seattle, comme un tableau coûteux acheté par papa pour sa collection. Sa secrétaire tente de m'arrêter. Miss Wright, vous devez avoir un rendez-vous. Je passe devant son bureau. Il va me voir. Mon père lève les yeux de son ordinateur, une expression d'agacement traversant son visage alors que j'entre dans son bureau. Et Britney, je me prépare pour une réunion. Ça ne va pas durer. Je ferme la porte, mais la laisse entr'ouverte, un choix délibéré. Des témoins à proximité, mais l'intimité nécessaire pour ce qui va suivre. Je pose une photo sur son bureau. Une seule. Le reste sécurisé au bureau de Clara. Papa baisse les yeux. Son visage pâlit. Sa main tremble légèrement sur le mahogany poli. J'ai trouvé le journal de maman et les photos de l'opération Blue Harbor, dis-je, observant sa réaction. Ses yeux s'écarquillent légèrement, confirmation que le nom de l'opération signifie quelque chose. Où as-tu eu ça? Sa voix a perdu son ton habituel, autoritaire. Maman tenait des dossiers, photos, journaux. Des comptes rendus détaillés de ce que toi et le juge Alco avez fait. Je me penche en avant. Et tu ne te bats pas pour 85 000 $, papa. Tu essaies de cacher ça. Il se lève, me dominant comme il le faisait quand j'étais enfant. Et tu n'as aucune idée avec quoi tu joues. Ces affaires étaient classifiées. Sécurité nationale. L'accident de Jamie Winters aussi était de la sécurité nationale? Sa mâchoire se serre. J'ai touché un point sensible. Abandonne l'affaire d'ici vendredi, dis-je en ramassant la photo. Et sinon, je demanderai la récusation du juge Alco en présentant ces documents comme pièces. Public record. Tu fais une erreur, murmure-t-il dangereusement. Non, c'est toi qui as fait l'erreur. Je me dirige vers la porte. Vendredi, papa. En sortant, je sens son regard brûler dans mon dos. La secrétaire me regarde passer, la curiosité sur le visage. Dans l'ascenseur, j'expire. Mes mains tremblent, l'adrénaline parcourant mon corps. Pour la première fois dans ce combat, j'ai pris l'avantage. Plus tard dans la soirée, Clara écoute l'enregistrement du téléphone dans ma poche. Tu as tenu bon parfaitement, dit-elle, souriante. Ta voix n'a jamais tremblé. Nous sommes assises dans son appartement, des plats à emporter étalés sur la table basse. René étudie le journal de maman, hochant la tête de temps en temps. Votre mère a tout documenté, confirme René. Ces dates correspondent exactement à ce dont je me souviens. La surveillance Gardner. L'accident de Jamie. Elle pointe une note. Cette entrée sur les ajustements de sécurité a eu lieu exactement comme elle l'a décrit. Mon téléphone vibre. Un message de Caleb Monroe, le major retraité que René m'a présenté hier. Je viens de revoir les preuves. Tout correspond à ce que j'ai vu pendant mon service. Je témoignerai si nécessaire. Nous avons un autre allié, leur dis-je en montrant le message. Et peut-être un autre, ajoute Clara. Joyce, du bureau du greffier, a remarqué des irrégularités dans le traitement de votre dossier. Elle est prête à signer une déclaration sous serment. Je m'affaisse sur le canapé, submergée par ce changement de momentum. Pendant des mois, je me suis sentie impuissante face à l'influence de papa. Maintenant, j'ai des preuves, des alliés, et du levier. Maman s'est assurée que j'aurais tout ce qu'il me fallait pour riposter. Je passe mes doigts sur la couverture usée du journal. Elle savait que ce jour pourrait arriver. René remplit à nouveau son verre de vin. Et maintenant? On pousse pour une victoire complète tout de suite, ou on attend leur réaction? La question reste suspendue. Vendredi est dans 2 jours. Papa va soit capituler, soit intensifier. Je lui ai montré une photo, dis-je lentement. Il sait que j'en ai d'autres, mais pas combien. Voyons d'abord ce qu'il fait. Clara hoche la tête. Intelligent.
Force-le à faire le prochain mouvement. Je ferme le journal, sentant la présence de maman dans chaque page soigneusement documentée. Ce n'est que le début. La vraie bataille, avec des enjeux bien plus élevés, reste à venir. Lundi matin, les portes de la salle d'audience se referment derrière moi avec un bruit sourd alors que je sors des bureaux du juge Alco. Mes mains tremblent légèrement en serrant contre moi la pile de documents juridiques. Ils ont déposé une motion d'urgence, dis-je à Clara, qui m'attend dans le couloir. L'équipe de mon père affirme que le coffre de maman pourrait contenir des informations classifiées liées à la sécurité nationale. Les sourcils de Clara se lèvent. C'est une escalade sérieuse. Léonard était là, l'air solennel, parlant de son devoir de protéger les informations sensibles. Je mime son ton grave. Si le tribunal permet un accès illimité à des documents potentiellement classifiés, nous pourrions compromettre involontairement des protocoles de sécurité nationale. Nous franchissons les portes du tribunal pour rejoindre le soleil éclatant de Seattle. Le contraste avec la salle d'audience sombre m'aveugle un instant. Et Alco hocha simplement la tête en silence. Je continue, le tribunal doit examiner attentivement les informations potentiellement classifiées avant de procéder. Clara me guide vers un banc sous un érable, laissant tomber des feuilles rouges sur la pelouse du tribunal. C'est tout droit sorti du manuel des tactiques de retard, dit-elle. J'ai déjà vu ça dans des affaires de lanceurs d'alerte. Elle feuillette les papiers de la motion. Ils essaient de te faire peur avec des accusations criminelles pour possession de documents classifiés. Mon estomac se serre. Des accusations criminelles ? Pour un héritage que ma mère m'a spécifiquement laissé ? C'est une tactique de pression, dit Clara en tapotant le document. Ils savent que le coffre contient quelque chose de compromettant. Mes recherches montrent exactement la même stratégie dans 3 autres affaires de lanceurs d'alerte, tous d'anciens employés des services de renseignement. Retarder, intimider, puis conclure un accord privé avec un NDA en béton. Alors, on fait quoi ? Je demande, en regardant un agent d'entretien balayer les feuilles tombées devant le tribunal. Clara se penche vers moi, baissant la voix malgré la cour vide. On prépare une stratégie parallèle. On continue la procédure d'héritage, mais en même temps, on dépose une plainte auprès du comité d'éthique judiciaire à propos des liens entre Alco et le cabinet de ton père. C'est risqué, je dis. Et s'ils réagissent encore plus fort ? Ils le font déjà, répond Clara en me fixant. La vraie question, c'est, est-ce qu'on riposte, ou est-ce qu'on abandonne ? Le soleil de l'après-midi projette de longues ombres sur les marches du tribunal pendant que je réfléchis à nos options de plus en plus limitées. Plus tard, au bureau des défenseurs publics, mon superviseur, Liam, s'arrête à mon bureau. Sa présence a quelque chose d'électrique, comme un orage prêt à éclater. Brittany, on peut parler de tes audiences cette semaine ? Son ton laisse deviner que ce n'est pas une simple vérification de routine. Je minimise aussitôt la fenêtre de recherche sur les plaintes d'éthique judiciaire. Bien sûr. Tu as manqué 3 audiences préliminaires ce mois-ci. Rachel a dû couvrir ton dossier pour mineur hier. Mes joues chauffent. Je sais. J'ai dû gérer quelques affaires personnelles. Tes collègues prennent le relais pendant que tu gères ton histoire d'héritage, dit-il, son regard tombant sur la pile de documents de succession sur mon bureau. Je comprends que les affaires familiales soient importantes, mais ici, nos dossiers exigent toute ton attention. Je travaille la nuit pour rester à jour, dis-je en montrant les cernes sous mes yeux. Rien n'a été négligé. Assure-toi que ça reste comme ça, dit-il, sceptique. La défense publique n'est pas juste un job, Brittany. La liberté des gens dépend de notre présence. Quand il part, je laisse tomber ma tête dans mes mains. La pression financière de cette bataille légale vide peu à peu mes économies. Hier soir, j'ai refait les calculs, à ce rythme, je serai complètement fauché dans 2 mois. À moins de prendre plus d'affaires, ou d'abandonner le combat. Mon téléphone vibre. Un message de Clara, appelle-moi dès que possible. Je sors dans la petite cour derrière le bâtiment. Le ciel est gris, chargé, comme mon humeur. Qu'est-ce qu'il se passe, je demande dès qu'elle décroche. L'équipe juridique de ton père vient de déposer de nouvelles motions.
Il demande que toutes les copies des documents liés au coffre soient remises au tribunal. Je m'appuie contre le mur de briques. Je ne peux pas continuer à manquer le travail pour ça. Mon superviseur m'a déjà averti aujourd'hui à propos de mes absences. Ce n'est pas tout, dit Clara, plus grave. Je crois que quelqu'un surveille mon bureau. La même voiture est garée en face depuis 3 jours. Ma fatigue se change en angoisse. Ce matin, j'ai reçu un appel anonyme. La personne m'a dit d'abandonner l'affaire avant qu'elle n'aille trop loin. Une voix inconnue. Puis, elle a raccroché. Tu l'as signalé? Pour dire quoi? Qu'un inconnu m'a vaguement menacé. Je donne un coup de pied dans un petit caillou sur le béton. Et la nuit dernière, quelqu'un a forcé ma voiture. Rien n'a été volé, mais mes dossiers ont été fouillés. La police a parlé de vandalisme aléatoire. Brittany, dit Clara d'une voix ferme. Ils essaient de t'intimider parce qu'ils ont peur. Ça prouve qu'on est sur quelque chose d'important. Je regarde la pluie commencer à tacher lentement le sol. Le silence qui suit est lourd, plein d'électricité et de peur mêlée à une étrange certitude. Est-ce que défendre la mémoire de maman vaut vraiment la peine de risquer tout ce que j'ai construit? Mon travail? Mes économies? Peut-être même ma sécurité? La question reste suspendue entre nous, rythmée par la pluie qui s'intensifie. Ce soir-là, je classe des dossiers dans mon appartement quand mon téléphone sonne. C'est Joyce, la greffière du tribunal que j'ai rencontrée lors de ma première année comme défenseur public. Sa voix est à peine un murmure. Brittany, je ne devrais pas te dire ça. Mon cœur s'arrête un instant. Mais le juge Alco a eu une réunion privée avec ton père la semaine dernière. Aucune présence d'avocat. Et rien dans le registre officiel. Je sens mon pouce accélérer. Tu en es sûr? Je les ai vus de mes propres yeux. Ils sont passés par l'entrée privée du bureau d'Alco. J'étais à côté, en train de déposer des transcriptions. Elle marque une pause. Et ce n'est pas la première fois. D'autres avocats ont remarqué des irrégularités dans ces décisions. Toujours en faveur des mêmes cabinets, dont celui de ton père. Je saisis un carnet, notant chaque mot. Joyce, c'est capital. Des échanges ex parte, c'est une violation grave de l'éthique judiciaire. Ce n'est pas tout, reprend elle. J'ai entendu une conversation entre l'assistant du juge et celui de ton père. Apparemment, le cabinet de Léonard gère les déclarations fiscales personnelles d'Alco, depuis des années. Tout s'éclaire brutalement. C'est un conflit d'intérêts évident. Je dois te laisser, dit-elle soudain. Fais attention, Brittany. Ce que tu découvres dépasse largement le cas de ta mère. J'ai vu le même schéma dans au moins 6 autres affaires traitées par Alco cette année. Quand je raccroche, je reste immobile, choqué par ce que je viens d'apprendre. Ce n'est plus une vengeance personnelle. C'est un réseau de corruption judiciaire qui détruit des vies, celles de gens qui n'ont ni les moyens ni les connaissances pour se défendre. J'appelle Clara immédiatement. On doit parler en personne. Pas au téléphone. 1 heure plus tard, on est assise dans son bureau, les stores tirés. Elle a vérifié qu'il n'y avait pas de micro. Un excès de prudence, peut-être. Mais vu les récents événements, je comprends. Joyce a confirmé qu'Alco voyait mon père en privé. Et son cabinet s'occupe de ses impôts. Clara hoche la tête, grave. Ça explique tout. J'avais déjà remarqué un schéma dans ses jugements. C'est bien plus grand qu'on ne le pensait. Je prends une profonde inspiration. Ce n'est plus seulement pour maman. C'est pour toutes les victimes de cette corruption. Pendant 2 heures, on établit notre plan d'action. Continuer la procédure d'héritage tout en préparant une plainte détaillée au comité d'éthique judiciaire, avec les preuves de Joyce. Ces violations peuvent nous donner un levier sans révéler, pour l'instant, ce qu'on sait sur les documents classifiés. Il faut agir vite, prévient Clara. Ton père pousse pour obtenir le coffre au plus vite. S'il insiste autant, c'est peut-être que les preuves ont une date limite. Je hoche la tête. Pour la première fois depuis longtemps, je sens la détermination remplacer la peur. J'ai déplacé les documents essentiels dans un coffre bancaire. Et laissé des copies à des amis de confiance,
au cas où il m'arriverait quelque chose. La pluie frappe contre les vitres pendant qu'on peaufine notre stratégie. Le chemin devant nous reste dangereux. Mais, pour la première fois, j'ai la sensation que nous avons une vraie chance. Ils deviennent nerveux, dis-je à Clara en me levant. Ça veut dire qu'on commence à gagner. Quand je sors dans la nuit orageuse, je sens en moi une force nouvelle. Je ne porte plus seulement le combat de ma mère. Je porte celui de tous ceux qu'ils ont réduits au silence. Le lendemain matin, à 7h30, mon téléphone sonne, interrompant ma première gorgée de café. Le nom sur l'écran, Marc Delaney. Sa voix trahit une urgence inhabituelle. Miss Wright, mon client souhaiterait organiser une conférence de règlement immédiate. Aujourd'hui, si possible. Je manque presque de faire tomber ma tasse. Après des mois de retards agressifs et de blocages procéduraux, ce changement soudain semble être un piège. Pourquoi cette précipitation ? Je demande, en faisant signe à Clara de l'autre côté de la table de ma cuisine. Elle lève les yeux de son carnet, sourcils froncés. Mon client est prêt à retirer toutes les objections à l'héritage, dit Delaney, calme mais sûr de lui. Léonard considère que cela a assez duré. Clara griffonne une note et me la glisse. Ne signe rien. On se retrouve à mon bureau à midi, dis-je, gagnant du temps pour me préparer. Clara m'accompagnera. Bien sûr, répond Delaney, trop conciliant pour être digne de confiance. 3 heures plus tard, nous étions assises face à Delaney dans son bureau luxueux du centre-ville. La vue sur le Puget Sound derrière lui, un choix de pouvoir calculer. Mon père n'est pas présent, un autre choix stratégique. Allons droit au but, commence Delaney, en me glissant un document sur le bureau en acajou poli. Léonard est prêt à abandonner toutes les réclamations sur la succession de votre mère. Vous recevrez l'intégralité de l'héritage tel que stipulé dans son testament, les économies, le townhouse, tout. Je scrute les papiers, à l'affût du piège. Clara se penche légèrement, professionnelle mais méfiante. Tout ce qu'il demande, continue Delaney en observant mon visage, c'est que vous renonciez au coffre en chêne antique et à son contenu, un héritage familial de son côté, comme vous le savez. Le coffre. Le sanctuaire final de maman, où elle gardait ses biens les plus précieux. Le mystérieux journal dont René avait parlé pourrait s'y trouver. Le coffre avait appartenu à ma mère pendant 20 ans après le divorce. Il ne l'avait jamais voulu auparavant. Delaney ajuste sa cravate. Mon client a pris le temps de réfléchir à l'héritage familial. Le coffre a une valeur sentimentale. Non, dis-je fermement. Le coffre reste avec moi. Un éclair traverse les yeux de Delaney. Frustration, peut-être, ou recalcul. Il saisit un autre document. Très bien. Léonard est prêt à un compromis, garder le coffre lui-même, mais remettre le journal et les photos à l'intérieur. C'est tout. Mon cœur s'emballe. Ils connaissent le journal, donc ils savent exactement ce qu'il contient. De plus, dit Delaney en avançant un autre papier, Léonard est prêt à offrir un règlement financier substantiel au-delà de l'héritage. 200 000 $. Le chiffre me frappe comme un coup physique. Mon salaire de défenseur public couvre à peine mon loyer et mes prêts étudiants. 200 000 $, ça changerait tout. Ce règlement mettrait fin à vos soucis financiers ? Insiste Delaney, sentant mon hésitation. Vous pourriez rembourser vos prêts, peut-être même un apport pour une maison. Sécurisez votre carrière sans cette lutte constante. Clara reste silencieuse à mes côtés, me laissant digérer l'offre. Cette somme me tend la liberté, plus de dettes, plus de calculs incessants sur mon compte en banque, plus de heures supplémentaires pour joindre les deux bouts. Je devrais préciser, ajoute Delaney avec un ton décontracté étudié, cette offre expire à la fin de la journée. Léonard veut régler cela immédiatement. De retour au bureau de Clara, je fais les 100 pas pendant qu'elle examine les papiers du règlement. C'est ta décision, Brittany, dit-elle enfin. Tu as déjà atteint ton objectif initial. La maison, les économies, tout est à toi selon cet accord. Mais à quel prix ? Je m'arrête, fixant la skyline de Seattle. Si je remets ce journal, qu'adviendra-t-il de la vérité ? Et des autres victimes potentielles ? Clara pose les documents.
Il n'y a aucune garantie que nous gagnerons le combat plus large. Cet accord semble être une certitude. La voix familière de ma mère résonne dans ma mémoire. J'avais 16 ans, tenté de tricher à mon examen d'histoire. L'intégrité compte surtout quand elle te coûte quelque chose, m'avait-elle dit. N'importe qui peut faire le bon choix quand c'est facile. Si j'accepte le règlement, dis-je lentement, j'obtiens l'héritage, mais je renonce à toute chance d'obtenir justice. Pour maman. Pour tous ceux qu'ils ont blessés. Le stress et l'incertitude continueront si tu refuses, rappelle Clara. Ce combat judiciaire peut durer des années. De l'autre côté du couloir, le paralgal de Clara passe la tête. Prends l'argent et pars, conseille-t-il. Les puissants gagnent toujours, de toute façon. Mais une jeune associée, assise plus loin, murmure. Certains principes méritent qu'on se batte, même quand les chances sont faibles. Je reconnais ce schéma, le même choix que mon père, des décennies plus tôt. Le compromis moral pour un avantage personnel. Le chemin le plus facile. Je fixe les papiers du règlement. Quelque chose cloche. Pourquoi maintenant? Après des mois de menaces et de manœuvres, pourquoi proposer soudain un accord aussi généreux? Clara tapote son stylo contre son carnet. C'est bien la question, non? J'ouvre mon laptop et examine les documents plus attentivement. Et là, caché au fond du paragraphe 14, une clause de confidentialité absolue. Silence permanent sur tout ce qui touche au passé de ma mère, aux procédures judiciaires, et à tout ce que contiennent ses effets personnels. Cette NDA nous empêcherait de porter plainte contre le juge Alco, dis-je à voix haute. On ne pourrait même pas utiliser les preuves qu'on trouverait. Les yeux de Clara s'écarquillent. Elle se tourne vers son ordinateur et se met à taper rapidement. Il y a une réunion du comité d'éthique judiciaire le mois prochain, dit-elle. Le nom d'Alco est déjà à l'ordre du jour. Et j'ai un contact au comité. Apparemment, une enquête préliminaire est en cours sur ces jugements. Tout s'emboîte d'un coup. Léonard ne cherche pas à protéger le coffre ni l'héritage. Il veut clore cette affaire avant qu'une enquête externe ne relie les points. Ma décision devient claire comme de l'eau. Je saisis mon téléphone et compose le numéro de Delaney. Miss Wright, répond-il, toujours aussi lisse. Avez-vous pris votre décision? Oui. Je ne suis pas intéressé par un achat de silence. Un silence, puis sa voix se durcit. Vous faites une grave erreur. Certaines offres ne reviennent pas deux fois. Je prends le risque, je réponds calmement. Ma mère méritait la justice, pas un règlement. Après avoir raccroché, je croise le regard de Clara. Tu comprends ce que ça veut dire? Me demande-t-elle. Oui. Ils vont frapper plus fort. Je hoche la tête, étrangement apaisée. Je sais. Mais maintenant, on sait pourquoi ils paniquent. Et les gens désespérés font des erreurs. Clara esquisse un léger sourire. Ta mère serait fière de toi. Peut-être, dis-je, en ramassant les papiers du règlement. Mais ce n'est pas pour elle que je le fais. Je le fais parce que c'est juste. Une semaine plus tard, les preuves sont étalées sur la grande table du bureau de Clara. Chaque document est une pièce du puzzle vers la justice. Le journal de maman repose ouvert à côté des registres fiscaux, des photos. Et de l'affidavit signé par le major Caleb Monroe. Nous avons tout ce qu'il faut, dit Clara en tapotant la requête officielle pour la récusation du juge Alco. Les violations d'éthique sont incontestables. Sa relation avec ton père pendant l'opération Blue Harbor. Le schéma de jugement biaisé, les liens financiers, tout est là. Je fais glisser mes doigts sur la couverture du journal de maman. Les pages usées par mes lectures répétées. Et tu es sûr que cette stratégie garde les informations classifiées seulement en réserve? Absolument, répond Clara, en classant les dossiers avec précision. Les violations d'éthique judiciaire seront notre angle principal. Nous n'avons pas besoin de révéler les détails opérationnels de Blue Harbor, sauf s'il nous y oblige. René Barrett hoche la tête et fait glisser un document sur la table. J'ai préparé ce résumé de contexte expliquant la structure de Blue Harbor sans violer les protocoles de sécurité. Il établit la connexion sans révéler d'opérations classifiées. J'ai demandé une date d'audience accélérée,
ajoute Clara. Chaque jour qui passe leur donne plus d'opportunités pour manipuler les preuves. Caleb Monroe, cheveux argentés et posture militaire intacte malgré sa retraite, relit une dernière fois son affidavit. J'ai corroboré les éléments clés du journal d'Elena. Les réunions entre Léonard et Alco pendant le projet, leur accès non autorisé aux données de surveillance, tout ce qui compte. Maintenant, nous construisons le récit public, dit Clara en ouvrant une présentation sur son laptop. Violation d'éthique judiciaire, simple et claire. Pas de détails classifiés, juste un juge qui a omis de révéler des conflits d'intérêts importants. Je me lève, répétant les réponses composées que nous avons préparées pendant des heures. Quand le juge Sandoval posera des questions sur la nature de leur relation, j'expliquerai que mon père et le juge Alco ont travaillé ensemble sur un contrat gouvernemental, ont maintenu des liens financiers et ont délibérément caché cette histoire. Clara sourit. Parfait. Direct, factuel et convaincant. La porte du bureau s'ouvre brusquement. Mon père se tient dans l'encadrement, me laissant sans voix. Léonard Wright, toujours impeccablement habillé, a l'air débraillé, sa cravate de travers, visiblement amaigrie, décerne marque ses yeux. Vous n'avez aucune idée de ce que vous risquez, dit-il, ignorant tout le monde dans la pièce. Ça doit s'arrêter maintenant, Brittany. Clara se place entre nous. Monsieur Wright, vous n'êtes pas le bienvenu ici. Toute communication doit passer par les canaux appropriés. Il l'ignore, les yeux rivés sur moi. Ce n'est plus seulement une question d'héritage de votre mère, vous jouez avec le feu. Je l'étudie, notant le tremblement dans ses mains, l'inclinaison inhabituelle de ses épaules. Pour la première fois depuis le début de cette bataille, je vois la peur derrière sa colère. Votre inquiétude est notée, dis-je, surprise de ma voix stable. Mais je ne reculerai pas. Le juge Alco a annulé 3 audiences pour raison de santé. Clara m'informe après le départ de mon père, escorté par la sécurité du bâtiment. Mes sources chez Hamilton et Burke disent que les associés s'interrogent sur la façon dont Léonard gère votre dossier. Ils craignent d'être exposés. Je regarde par la fenêtre, repérant la berline sans plaque qui me suit entre le travail et la maison depuis une semaine. Ils ont peur, dit Clara. Parfait. J'ai transmis une info au Seattle Times à propos d'une requête inhabituelle pour la récusation judiciaire. La pression augmente l'examen public. Ils coordonnent leurs réponses, demande René. Clara secoue la tête. Pas vraiment. Léonard veut régler discrètement. Alco veut se battre publiquement, invoquant la sécurité nationale. Ils se sapent mutuellement. Plus tard dans la soirée, nous recevons l'avis d'une audience d'urgence devant le juge Sandoval, concernant la motion de suppression temporaire d'informations. Notre stratégie de présentation soigneusement préparée fait face à son premier test. Nous présentons les violations d'éthique sans les détails classifiés. Clara me conseille pendant que je me prépare. Juste assez pour établir le schéma. S'il invoque la sécurité nationale, nous répondrons avec ton expérience de défenseur public. Tu as déjà géré des questions de clearance. Je hoche la tête et dispose les documents pour un impact maximal. Révélation par couche. Nous montrons d'abord les problèmes en surface, gardant les preuves les plus sensibles en réserve. L'équipe travaille toute la nuit, anticipant chaque contre-argument, préparant la confrontation à venir. Quand tout le monde part enfin, je ferme les yeux, pratiquant les techniques de méditation que mon conseiller m'a recommandées pour gérer l'anxiété en salle d'audience. Le poids de l'audience s'abat sur moi. La pluie frappe les fenêtres alors que je me rends au cimetière, ayant besoin de ce moment seul avant que tout ne change. Debout devant la tombe de ma mère, je caresse l'inscription sur sa pierre, Elena Foster Wright, mère bien-aimée. Aucune mention de son service, de ses sacrifices, ni des secrets qu'elle portait pour me protéger. Je comprends maintenant, maman, je murmure, la pluie se mêlant à mes larmes. Pourquoi tu es restée silencieuse si longtemps, pourquoi tu m'as mise en garde contre eux? Mais je ne vivrai plus dans cette ombre. Je dépose des fleurs fraîches à côté de son nom, puis retourne à ma voiture. Demain, tout changera. Le matin arrive avec les derniers conseils de Clara alors que nous approchons des marches du tribunal. Une fois que nous présenterons cela en audience publique, il n'y aura pas de retour en arrière.
Les conséquences seront importantes, me prévient-elle. Je touche le médaillon de ma mère autour de mon cou, contenant la seule photo de nous deux qui a survécu à la purge vindicative de mon père après le divorce. Ma mère a passé des années réduites au silence par la peur. Moi, je ne le serai pas, dis-je, redressant les épaules. L'avocat de mon père s'approche avec des papiers de règlement. Je secoue la tête sans même regarder l'offre. Clara se tient à mes côtés, René et Caleb nous encadrant en silence, solidaires. Les documents que nous avons si soigneusement organisés sont bien rangés dans ma mallette, chaque page représentant une part de vérité que j'ai mis des mois à assembler. Je prends une profonde inspiration, ressentant une étrange sérénité en gravissant les marches du tribunal. La voiture sans plaque est garée de l'autre côté de la rue. La Mercedes de mon père se gare au trottoir. La réputation du juge Alco, la carrière de mon père, leur décennie de manipulation, tout repose sur l'audience d'aujourd'hui. Pour la première fois depuis le début de ce combat, je ne ressens ni anxiété, ni doute, ni hésitation. Pour la première fois, dis-je à Clara en atteignant les portes, je n'ai plus peur d'eux. La salle d'audience bourdonne d'activité, les avocats regroupés en petits groupes, attendant leurs affaires dans l'agenda chargé du juge Sandoval. Je m'assois à côté de Clara, le dos droit contre le banc en bois dur, les yeux fixés sur la porte. Mon cœur bat régulièrement contre ma poitrine, non plus d'angoisse comme lors des audiences précédentes, mais avec le rythme calme de quelqu'un qui sait exactement ce qui l'attend. « Tu es prête ?» murmure Clara, arrangeant nos dossiers sur la table devant nous. Je hoche la tête, les yeux rivés sur l'entrée, alors que mon père fait son entrée avec Marc Delaney. L'assurance habituelle de Léonard semble atténuée aujourd'hui, ses épaules tendues sous son costume sur mesure. Il jette un coup d'œil dans ma direction, son expression se durcit quand il voit mon calme. Qu'est-ce qu'elle prépare ? Je l'entends murmurer à Delaney alors qu'ils prennent place à la table adverse. L'huissier appelle la cour à l'ordre alors que le juge Mara Sandoval entre. Une femme dans la cinquantaine, cheveux striés d'argent, lunettes posées sur le nez. Sa réputation de rigueur la précède, exactement ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Je comprends que nous avons plusieurs motions devant la cour, dit le juge Sandoval en feuilletant des documents, y compris un dépôt de dernière minute de l'avocat du défendeur. Delaney se lève. Votre honneur, étant donné la nature sensible des allégations dans la motion de récusation de Mademoiselle Wright, nous avons déposé une requête pour sceller ces procédures pour des raisons de sécurité nationale. Un frémissement d'intérêt traverse les avocats attendant leur tour. Les sourcils du juge Sandoval se haussent légèrement alors qu'elle examine les nouveaux documents, prenant son temps. J'y regarde Léonard jouer nerveusement avec ses boutons de manchette en or, une habitude que je reconnais depuis l'enfance. Il se penche pour chuchoter avec urgence à Delaney, qui hoche la tête sans le regarder. Mademoiselle Ruiz, dit enfin le juge Sandoval, vous pouvez présenter vos arguments concernant la motion de récusation. Clara se lève, la voix claire et mesurée. Merci, votre honneur. Cette motion de récusation concerne des violations éthiques évidentes qui ont compromis l'équité de cette procédure. Delaney l'interrompt en se levant brusquement. Votre honneur, ces allégations impliquent des questions sensibles de sécurité nationale qui ne devraient pas être discutées en audience publique. Le juge Sandoval le regarde par-dessus ses lunettes. Je comprends votre inquiétude, maître, mais j'ai besoin de précision. Que discutons-nous exactement qui implique la sécurité nationale sans révéler de détails classifiés ? Clara croise rapidement mon regard avant de répondre. Votre honneur, nous avons des preuves documentées de communication ex parte entre l'avocat adverse, M. Wright, et le juge Alco, qui violant l'éthique judiciaire. Ces communications ont eu lieu en dehors des voies appropriées et ont directement influencé des décisions dans cette affaire. Léonard griffonne frénétiquement sur un bloc-notes, le poussant vers Delaney avec une urgence à peine dissimulée. La sueur brille sur son front malgré la fraîcheur de la salle d'audience. De plus, continue Clara en ouvrant un dossier. Nous avons des preuves que le juge Alco a traité les affaires fiscales personnelles de M. Wright pendant les 3 dernières années tout en présidant cette affaire, un conflit d'intérêts évident jamais divulgué. L'expression du juge Sandoval change, la préoccupation se lisant dans la tension de sa bouche. Ce sont des allégations sérieuses, mademoiselle Ruiz. Nous avons des documents, votre honneur, ajoute Clara,
faisant glisser le dossier vers elle. Des relevés bancaires montrant des paiements de la firme de Leonard Wright vers le cabinet privé d'Alco, de la correspondance sur des stratégies fiscales et des comptes rendus de réunions pendant la durée de cette affaire. Le juge examine les documents, son froncement de sourcils s'accentuant à chaque page. Léonard fixe maintenant droit devant lui, les jointures blanchies sur le bord de la table. La Cour examinera la motion complète de récusation sans sceller le dossier, annonce enfin le juge Sandoval. Monsieur Delaney, votre requête pour sceller le dossier est rejetée. Veuillez informer le juge Alco que sa présence est requise. Un officier de justice part le chercher. Le silence s'étire, pesant. Les autres avocats observent, la curiosité évidente sur leur visage. Enfin, la porte s'ouvre, et le juge Alco entre. Sa présence habituellement imposante semble diminuer. Son visage est pâle lorsqu'il prend place à côté du banc. Avant de poursuivre, dit le juge Sandoval. Je dois traiter la motion de récusation déposée contre le juge Alco dans l'affaire de la succession Foster. Le juge Alco se racle la gorge. Je ne vois aucun conflit d'intérêt direct nécessitant ma récusation. Je me lève, ma chaise grinçant sur le sol. Winter Lantern. Blue Harbor. 4 mots. 4 mots simples qui tombent dans la salle d'audience comme des pierres dans l'eau calme, créant des ondulations de silence qui captent tous les regards. Léonard se redresse à moitié de sa chaise, la panique nue traversant son visage avant qu'il ne tente de se reprendre. Le juge Alco se fige, les jointures blanchissant sur l'accoudoir de sa chaise. Votre honneur, continue-je, la voix ferme. Ma mère a tout documenté avant sa mort. Elle a servi dans le renseignement des signaux, et non comme simple employée de bureau comme mon père l'a toujours prétendu. Mademoiselle Wright, interrompt Delaney, c'est totalement inapproprié, votre honneur. J'appuie mon propos, m'adressant au juge Sandoval tout en ignorant Delaney. Je suis prête à soumettre ces preuves au comité d'éthique judiciaire si nécessaire. Mais je crois que le juge Alco comprend exactement ce que contiennent ces documents. Un homme se lève au fond de la salle d'audience, Caleb Monroe, impeccable dans son costume, son port militaire reconnaissable même en civil. Votre honneur, je suis le major Caleb Monroe, retraité. J'étais officier lors de l'opération Blue Harbor. Je peux certifier l'authenticité des documents auxquels mademoiselle Wright fait référence. La salle d'audience se fige complètement. Chaque avocat comprend l'importance de la situation, même sans connaître les détails. Le personnel de la cour échange des regards. Ce n'est plus seulement un litige successoral, mais une affaire qui fera parler dans les cercles juridiques pendant des mois. Je croise le regard de mon père à travers la salle. Nous ne cherchons pas à nuire à la sécurité nationale, dis-je. Nous cherchons justice pour ma mère, dont les dernières volontés ont été contrecarrées par des influences inappropriées. Le juge Alco fixe longuement ses mains avant de lever la tête. Cette cour accepte la motion de récusation. Je me récuse de toutes les affaires concernant la succession d'Helena Foster et ordonne que le dossier soit réassigné au juge Mara Sandoval. La secrétaire de la cour ouvre légèrement la bouche, surprise, ses doigts suspendus au-dessus du clavier avant de continuer à taper. Léonard s'affaisse dans sa chaise, la lutte visiblement épuisée. Votre honneur, dit Delaney, nous demandons une suspension immédiate pour réévaluer notre position à la lumière de ces développements. Le juge Sandoval hoche la tête. La cour suspend pour 30 minutes. Alors que les gens quittent la salle, Léonard s'approche de moi dans l'allée, suffisamment près pour que je sois la seule à l'entendre. Tu n'as aucune idée de ce que tu fais, murmure-t-il, sa voix tremblante de désespoir. Je plonge mon regard dans les yeux si semblables aux miens. Je sais exactement ce que je fais. Abandonne le dossier, présente des excuses publiques pour avoir remis en question la compétence de maman, et tout s'arrête ici. Il scrute mon visage, peut-être à la recherche de la petite fille qui autrefois cherchait son approbation, qui croyait en son infaillibilité. Au lieu de cela, il ne voit que la détermination de son ex-femme lui renvoyer son reflet. Tu fais une erreur, dit-il, mais la menace sonne désormais creuse. Non, papa. L'erreur, c'était de penser que maman ne se protégerait pas. Elle savait que tu viendrais après sa succession. Elle s'était préparée.
Cette nouvelle dynamique de pouvoir s'installe entre nous comme un courant invisible. Pour la première fois de ma vie, je vois mon père reculer. Plus tard dans l'après-midi, Delaney dépose un avis de désistement volontaire. Nous nous asseyons devant le juge Sandoval, qui passe en revue l'historique de l'affaire avec un scepticisme évident. Je note de nombreuses irrégularités procédurales lors des audiences précédentes, dit-elle en feuilletant le dossier. Étant donné le désistement volontaire et ma révision du testament et des dossiers médicaux, la Cour conclut qu'Helena Foster était saine d'esprit lors de l'exécution de son testament. La succession sera distribuée conformément à ses dernières volontés. Un soulagement chaud me traverse, comme une vague douce. 8 mois de lutte, à voir la dignité de ma mère remise en question, se termine enfin. De plus, continue le juge Sandoval, le juge Alco s'est officiellement récusé de toutes les affaires concernant les familles Wright et Foster. À l'extérieur de la salle, un journaliste du journal juridique local s'approche de nous. Mademoiselle Wright, puis-je avoir un commentaire sur cette résolution inhabituelle ? Des rumeurs circulent concernant des informations classifiées et des manquements judiciaires. Il s'agissait d'honorer les dernières volontés de ma mère, dis-je, la voix neutre. Rien de plus. Alors que le journaliste s'éloigne, la greffière, Joyce, passe avec les bras chargés de dossiers. Elle s'arrête à côté de moi. J'ai déposé un rapport interne sur les audiences précédentes, dit-elle doucement. Ce qui s'est passé n'était pas correct. Vous avez fait ce qu'il fallait. Clara me serre le bras alors que nous marchons vers l'ascenseur. Nous avons gagné. Complètement. Je hoche la tête, pensant à la déclaration publique de mon père, publiée quelques minutes plus tôt. Je retire toute suggestion que mon ex-femme était diminuée lorsqu'elle a rédigé son testament. Les portes de l'ascenseur se referment et, pour la première fois depuis la mort de ma mère, je me laisse aller à pleurer, non pas de tristesse, mais de soulagement. La réputation de ma mère reste intacte. Ses modestes économies, le townhouse où j'ai grandi, et le coffre en chêne contenant ses journaux et ses photographies resteront avec moi, comme elle l'avait prévu. Plus tard, je me tiens dans ce townhouse, mes doigts effleurant le couvercle sculpté du coffre qui a déclenché toute cette bataille. À l'intérieur se trouvent les preuves qui ont fait tomber mon père, les noms d'opérations classifiées, écrits de la main soignée de ma mère, des documents reliant le juge Alco à Léonard à travers d'anciens contrats militaires, la preuve de leur longue association qui aurait dû être divulguée. Nous l'avons fait, maman, chuchotai-je dans la pièce vide. Nous l'avons fait. Le coffre contient bien plus que du levier légal. Il garde l'histoire vraie de ma mère, la femme qu'elle était avant de devenir ma mère, avant de rencontrer Léonard Wright. Les médailles qu'elle n'a jamais exposées, les distinctions qu'elle n'a jamais mentionnées, la vie qu'elle avait mise de côté. Je referme doucement le couvercle. Demain, je commencerai à trier ces fragments de sa vie. Ce soir, je savoure la victoire qui lui rend enfin le respect qu'elle méritait. 2 jours plus tard, l'entête du cabinet d'avocats a changé lorsqu'une lettre arrive, adressée à mon père cette fois. Je lisse la feuille sur le plan de travail de ma cuisine et relis le paragraphe. L'examen interne de tous les dossiers gérés par Léonard Wright. Enquête en cours et préoccupations concernant la conduite professionnelle. L'annonce de l'arrêt médical du juge Alco avait circulé hier. L'intérêt de la commission de révision judiciaire pour son historique, particulièrement pour les affaires impliquant mon père, n'était pas mentionné, mais les contacts de René ont confirmé que cela se produisait. 3 autres avocats m'ont appelé ce matin, chacun décrivant timidement des schémas qu'ils avaient remarqués dans la salle d'audience lorsqu'Alco siégeait sur des affaires impliquant Léonard. Mademoiselle Wright ? Le message vocal d'un journaliste retentit sur le haut-parleur. Nous faisons un article sur la récusation inhabituelle du juge Alco. Beaucoup de juges expérimentés ne se retirent pas en plein procès sans explication. Voulez-vous commenter ? Je supprime le message sans rappeler. Certaines victoires méritent de rester privées. Clara arrive avec un café et un sourire capable d'éclairer le plus sombre hiver de Seattle. Votre mère a construit le dossier parfait depuis l'au-delà, dit-elle en posant le plateau sur mon plan de travail. Les preuves sont méticuleuses. La chronologie impeccable. Elle a toujours été minutieuse, dis-je, sortant le formulaire de main levée de l'exécuteur de mon sac. Regarde ce qui est arrivé ce matin. Accès complet à tout.
sans restriction. Le coffre trône maintenant dans mon salon, son quincaillerie en laiton brillant sous la lumière de l'après-midi. Plus de batailles judiciaires. Plus de retard. Tout ce que ma mère voulait que j'aie est enfin légalement à moi. Cette nuit-là, je dors pour la première fois dans le townhouse de ma mère depuis que l'affaire est terminée. Les murs de la chambre conservent ses aquarelles préférées. Son fauteuil de lecture est près de la fenêtre, où la lumière du matin pénétrera. Je me blottis sous sa couverture et me sens enveloppée par sa protection, comme je l'ai toujours été sans le savoir. Le week-end suivant, René et Caleb viennent avec de vieilles photographies et des histoires des jours militaires de ma mère. Elena n'en parlait jamais, parce qu'elle te protégeait, dit René en me tapotant la main. Ta mère serait fière de la façon dont tu as géré tout ça. Caleb hoche la tête. Elle a combattu avec des documents et de la patience. Tu as fait exactement la même chose. 6 mois passent dans un tourbillon de changements. Je continue mon travail comme public défendé, mais quelque chose de fondamental a changé. Je me tiens plus droite dans les salles d'audience, je conteste les décisions inappropriées avec précision plutôt qu'avec frustration. Quand le juge Martinez tente de précipiter un mandat douteux dans l'un de mes dossiers, je cite 3 précédents et demande un examen correct, sans aucune hésitation dans ma voix. La photo encadrée de ma mère trône sur mon bureau, pas le portrait officiel du programme funéraire, mais celui que René m'a offert. Elena, en uniforme de l'Air Force, jeune et confiante, les yeux brillants de détermination. À côté, son journal en cuir, dont les passages les plus importants sont préservés, d'autres soigneusement expurgés avant soumission au comité d'éthique. J'ai commencé à encadrer les public defenders de première année sur le maintien des limites éthiques dans les situations difficiles. Documenter tout, leur dis-je. La préparation, c'est le pouvoir. La préparation. Léonard a perdu son partenariat après l'examen du cabinet. Nous nous croisons parfois dans les couloirs du tribunal, lui avec moins de clients, moi avec une confiance grandissante. Nos échanges sont brefs, polis. La rage qui me consumait s'est transformée en une satisfaction calme, la vérité enfin reconnue. La Washington State Bar Association m'a invité à parler à leur conférence de printemps sur la responsabilité judiciaire. J'ai intitulé ma présentation « Justice méthodique, quand le processus protège la vérité ». Maman aurait apprécié le choix des mots. Le townhouse à Tacoma ne ressemble plus à un champ de bataille. J'ai rangé ses livres, exposé ses photographies, placé son vase bleu préféré là où le soleil le caresse chaque après-midi. Le coffre en chêne trône dans le salon, désormais rempli de photos de famille, de ses distinctions militaires et de souvenirs que j'ai redécouverts. Le mois dernier, une jeune femme est venue à mon bureau avec une histoire familière, un juge proche du conseil adverse, des décisions qui défiaient toute logique, des retards procéduraux injustifiés. Au lieu de simplement compatir, j'ai sorti un carnet neuf. Raconte-moi tout en détail, ai-je dit. Nous allons documenter le schéma. Je lui ai montré comment déposer une demande de révision judiciaire, comment obtenir des documents par des motions correctement formulées, comment construire un dossier méthodiquement plutôt que de réagir émotionnellement. Parfois, la justice exige patience et préparation, ai-je expliqué, entendant la sagesse de ma mère dans mes propres mots. Le Helena Foster Integrity Fund a été lancé avec $35 000 de mon héritage. Sa mission, fournir des ressources juridiques à ceux confrontés à des biais judiciaires. 3 cas de mauvaise conduite ont déjà été révélés grâce au soutien du fonds. L'an prochain, nous espérons étendre notre action et peut-être développer une série de conférences pour étudiants en droit sur les limites éthiques dans la pratique. Aujourd'hui, j'ai posé des fleurs fraîches sur la tombe de ma mère. Le vent d'automne fait bruisser les feuilles de chêne au-dessus de ma tête alors que je lui parle des progrès du fonds, des affaires que nous soutenons, de mes projets pour proposer à l'université de Seattle un atelier sur ces thèmes. Tu m'as appris que parfois, les mots les plus puissants sont ceux que l'on garde jusqu'au moment exact, dis-je, ajustant les fleurs contre sa pierre tombale. Je pense à tout ce qu'elle a gardé secret pour me protéger, à tout ce qu'elle a documenté pour me donner le pouvoir d'agir au bon moment. Le vent soulève mes cheveux alors que je me relève, portant mes derniers mots vers elle. La justice ne consiste pas toujours à tout révéler. Parfois, il s'agit de savoir précisément quand et comment utiliser la vérité.